Alors tout d'abord, bonsoir. Et malheureusement, je ne parle pas estonien, donc je vais commencer par m'excuser. Je vais parler en français, mais j'ai deux langues, j'ai la chance d'avoir deux langues d'écriture, le français et l'espagnol. Et avant d'aller sur le texte, donc c'est un texte qui s'appelle L'homme vertical et que je vais dire avec l'idée aussi de raconter quelques histoires. Je voudrais commencer par des remerciements. Le français, c'est une langue des merveilles. Elle est merveilleuse, cette langue, comme beaucoup de langues, la vôtre sans doute aussi merveilleuse. C'est une langue des merveilles parce que parfois il y a la proximité des mots et quand on commence à les envoyer l'un sur l'autre ou les juxtaposer ou la mettre à côté, on découvre des choses qui sont évidentes. Par exemple, en français, le mot « bonté » est tout proche du mot « beauté ». Et ce qui m'est arrivé ce matin, c'est exactement ça. La rencontre des deux, ici, dans ce centre, où j'ai vu la bonté et j'ai vu la beauté, les deux à la fois. C'est très très rare. Et c'est ce qui nous est arrivé ce matin, en tout cas ce qui m'est arrivé ce matin, avec la venue de Arvo Pärt tout à l'heure. Et tout d'un coup, on tombe vers le haut. Et c'est ce qui se passe parfois. C'est infime, c'est infini, c'est pas souvent, et parfois ça arrive, et c'est merveilleux. Et donc, mes remerciements, tout d'abord à Son Altesse Royale, à la princesse Caroline, pour ce moment, pour cette invitation, à la Fondation Prince Pierre, à toute l'équipe, pour cette invitation, pour cette chute vers le haut que vous m'avez offerte, au centre Arvo Pärt également. Et je voudrais remercier, comme on le fait dans les langues romanes. Remercier dans les langues romanes, c'est dire merci, évidemment, mais c'est rendre aussi, restituer, redonner un peu de grâce qu'on a reçue, et c'est ce que je vais essayer de faire cet après-midi. Alors le propos, il est sur l'homme vertical. Je ne vais pas encore attaquer le texte, mais je continue un peu l'introduction et j'espère que la traductrice ne va pas trop m'en vouloir. Je vais aller lentement pour permettre la traduction. Et parce qu'évidemment, l'homme vertical, c'est Christian Bobin, c'est la personne dont on va parler cet après-midi, l'écrivain, mais c'est aussi Arvo Pärt, l'homme vertical que j'ai vu, que j'ai rencontré ce matin, et qui du rien fait surgir le tout. Donc j'étais en train d'écouter Tabula Rasa ce même matin, et j'étais en train de lire le texte qui est à l'entrée, magnifique, sur le silence, sur les sons. Et ce qu'il y a entre le silence et le son, parfois c'est le mot, c'est les mots. Et c'est ce que fait un musicien, c'est ce que fait un écrivain, ou en tout cas ils essayent, parfois ils y réussissent. Et ces deux-là, Arvo Pärt et Christian Bobin, ils ont clairement réussi à arracher du rien et en faire du tout. Et parfois ça fonctionne aussi avec un peintre, avec un sculpteur. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on affronte ou on essaie d'affronter ce rien, et à partir de cette table rase, cette tabula rasa, de construire, de bâtir et de sortir quelque chose de parfois minuscule, en miniature, mais qui devient d'une très grande beauté. Et à partir du rien, à partir du presque zéro, on fait une œuvre. Et c'est de ce voyage depuis le zéro, ce voyage aussi vers le zéro, dont je voudrais vous parler cet après-midi, et commencer par cette phrase de Christian Bobin que j'ai découverte ce matin. Il y a une lettre magnifique ici dans les archives du centre que Bobin a adressée à Pärt et qui dit ainsi: « Vous êtes tellement entier dans votre musique, tellement penché sur elle jour et nuit, que la mort n'osera pas venir apporter sa fausse note. » C'est ça l'homme vertical. C'est quelqu'un qui échappe à ça. Alors le texte, il est autour de Christian Bobin, et je suis très heureux de partager aussi ce moment. L'homme vertical, c'est d'abord un homme qui est debout, qui marche, qui avance. Il part, il vient.
Et l'élan, jamais il ne fléchit. Même lorsqu'il est en arrêt, qu'il écrit penché ou qu'il écrit sa partition de musique, penché sur son crachoir, penché sur sa partition, qu'il plante le chevalet sur une colline, il monte toujours et encore, il continue de monter. Même lorsqu'il met des notes au jour, c'est ce qu'il fait, et il va au-delà de la friture, il va au-delà de tout ce qui ponce, de tout ce qui nous liquide. Il se tient debout, à la verticale du jour, à la verticale de la vie, qui cesse alors, un instant, de courir comme si c'était un coq sans tête à qui on aurait tranché le cou. La plupart du temps, on s'agite et on n'est pas toujours à la verticale, on est plutôt à l'horizontale. On peut être en vie à en perdre la tête, à en avoir le tournis. Et on appelle cela la pesanteur, la grâce, avoir le cœur dans les nuées. Quand on nous dit les enfants qu'ils ont la tête dans les nuages, c'est aussi ça. L'enfant, il est à la verticale de manière innée. Être à la verticale, c'est un peu être toujours dans les fleurs, au milieu des fleurs. Hier, on m'a raconté, ou c'était ce matin, je crois, une anecdote sur Bobin, qui voyait des visages de fleurs partout. Pour certains, c'était des tulipes, pour d'autres types de fleurs. Et en tout cas, on a des bémols, des dièses dans les yeux, ça chante. L'homme vertical, c'est surtout l'homme joie. Il y a un livre merveilleux de Bobin qui s'appelle comme ça, que le titre, c'est l'homme joie. C'est l'homme qui s'étonne, qui est toujours ébahi, et qui écrit, qui est en train de se balader sur ce câble au-dessus du vide, et il y va debout en équilibre, c'est un peu un funambule sur le rien. L'homme vertical, c'est être toujours à vif, toujours au bord d'eux, aux abords de quelque chose, au seuil de l'autre peut-être, toujours. Et en tout cas, aimer l'autre et le faire sans retour. Alors, il y en a certains qui hésitent. On hésite entre Jérusalem et Emmaüs. On va de par le monde, on trimballe son âme avec le divin en bandoulière. Peu importe d'être croyant, de s'émouvoir de la croix, on entend les clous, le bois qui craque, ça résonne en nous, ça vibre comme une lance. Et soudain, il se passe quelque chose. On a du vitrail dans le cœur, on a de la rosace dans les yeux. On tient une abbatiale entre le pouce et l'index et on serre le pouce et l'index pour que l'abbatiale ne s'envole pas. C'est ce qu'a fait Bobin avec un livre magnifique qui s'appelle « La nuit du cœur ». Alors des hommes verticaux, on n'en croise pas beaucoup dans la vie. Parfois même aucun, parfois même jamais. C'est quelquefois un maître d'école, un Grenier, un Jean Grenier, qui met debout un Camus, un Albert Camus. Ou alors c'est un peintre, c'est Bonnard, c'est Sorolla, c'est d'autres peintres, toujours par bonheur. Ou alors des galopins, des bravaches, un peu à la Rimbaud. Ou alors c'est la floriste du coin, un petit peu comme la buraliste dans La Grande Bonne de Pierre Michon. Ou alors c'est cette Gordana, dans un livre de Marie-Hélène Lafont, opulente, généreuse, rieuse, qui dégoupille le rire, qui éclate derrière le comptoir, qui part comme un pétard. Et du rire, c'est ce dont je veux vous parler maintenant, pour continuer le texte, pour continuer de le dire. Parce qu'il y avait un rire incroyable, il a un rire incroyable, Christian Bobin. Alors son rire, il partait en vrille, ça filait droit vers les hauteurs, et dès le premier éclat, on en prenait plein les yeux. C'est un rire avec du cœur, avec du gros sel, avec du gros calibre. Un de ces rires qui te font danser jusqu'au sang. Et des rires comme ça, moi, j'en ai pas écouté beaucoup. Et c'est une question d'attitude devant la vie.
Parfois, il suffit juste de se mettre un peu en danseuse, de tirer sur le guidon et d'y aller, quelle que soit la pente, quelle que soit la fatigue, que ce soit raide ou plat, qu'on soit dans le lot ou dans le peloton, ou alors en pointe ou à la traîne, peu importe, le rire. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce rire, sur ce gravat qu'il avait dans la voix. Et parce qu'on imagine souvent les poètes comme des grincheux, des pas rigolos, des tristes, des gens qui ont les voix un petit peu hachées, un petit peu tranchées, qui sont même un peu piteux, un peu scabreux. Et là, on est dans tout à fait autre chose. C'est un éboulis de mots, de rires, il n'y a pas de charpente. Le sien, c'était un rire rond, plein, ouvert en pétard. Et c'est peut-être cette joie aussi qu'on trouve dans le livre des livres. Un rire en grand, avec de la très grande voilure, un rire qui détale comme un champ de coquelicots, qui serait très rouge, très net, dès le premier jet. Un de ceux qui ne jouent jamais les seconds violons, mais se retrouvent de suite sur l'avant-scène, donne tout dès la première note, un rire qui dégorge. Et surtout un rire qui aime avant tout, qui donne, qui n'a rien à voir avec les défroqués, les faussaires, tous ceux qui rient de travers, tous ceux qui rient jaune, tous ceux qui se servent du monde au lieu de le servir. Alors, la plupart du temps dans nos vies, on ne croise pas l'homme vertical, comme je disais, on n'a pas accès à ce rire, et c'est même plutôt l'inverse. Dans nos vies, c'est parfois la guerre. On est en guerre. On part un petit peu énervé dans sa journée, et on part tambour battant dans le jour, et on va se mêler aux vivants. Alors ici, les femmes, vous avez un peu d'avantage sur nous les hommes, parce que d'emblée, vous savez que rien ne sauvera le monde, même pas l'enfant qu'on enfante, et pourtant, on se remet debout, encore et encore. On ne fait pas les mondains, les anodins. Tout ce que les hommes souvent ont fait, nous on est assez souvent en creux, on est en osier. La plupart du temps, dans nos vies, le temps ne porte plus, il n'emporte rien. Les phrases aussi, elles deviennent un peu édentées, les mots veulent de moins en moins dire. On n'a pas de dents, on n'a pas de crocs. On mâchouille un peu avec la mandibule. Et on ne sait pas trop quelle direction prendre, si aller vers l'ouest ou vers l'est, si lui dire ou ne pas lui dire qu'on l'aime, qu'elle est belle à en vivre à l'infini. Alors on se tait en meublant avec des mots un peu vaseux, des tonnes de phrases qui te plombent le visage. Et on se transforme un peu en chamaille. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps, on est sans verticalité. Et on est dans l'horizontal, sans horizon. La plupart du temps, on s'épuise à mourir. On est coupé de la vie par le quotidien, on est coupé des mots par les silences. On multiplie les rendez-vous, on multiplie les offices, les réunions, on sature les nuits de jour, sans cesse les semaines se décousent, et la pelote va rouler d'une année à l'autre, d'un siècle à l'autre. En fait, sans cesse, souvent, on renonce à naître. Et on existe si peu, on est si peu, nous sommes si peu, que c'est un miracle lorsqu'on dit, lorsqu'on sait, lorsqu'enfin on s'approche de cette part manquante en nous, de l'autre. Cette part manquante, la part manquante, c'est aussi un des plus beaux textes de Bobin. Et pourtant, et c'est ce qu'il nous dit dans tous ces textes, c'est facile de naître. C'est facile d'être dans les jaunes, dans les tournesols. Il suffit d'avoir du cran, d'avoir le cran d'engager sa vie. Et il suffit de se mettre debout, d'y aller sur le filin, de faire le funambule, pas à pas, mot à mot, lèvre à lèvre. C'est ce que Bobin fait dans ses livres. Et c'est ce que Arvo Pärt, j'ai découvert ce matin, fait avec sa musique. La plupart du temps, tout nous expulse de nous-mêmes.
Et on est un peu comme des insectes attirés par les néons qui se gluent sur les vitres, qui se plaquent contre les vitrines, attirés par tout ce qui brille. On appelle ça la société de consommation. Et tout ça, en fait, n'apporte pas grande clarté. Ça a beau briller, les néons, les vitrines, il y a peu de clarté. Au contraire, tout cela n'apporte que de l'obscur. Et c'est pour cela que des gens, des poètes, des écrivains comme Bobin ont écrit, pour retrouver cette voix claire, cette clarté. Même mort, il continue plus que jamais d'écrire en nous. Il a commencé à écrire aussi avec la fin de sa vie. Il suffit de le lire, de l'écouter. Ce qui reste d'une vie, c'est alors cet or que l'on trouve, lorsque tout est fini, au fond du tamis des pages. Pas des bribes, pas des bris, mais bien de l'éclat, une joie, la joie, un geste, un verbe, quelque chose de plus haut, quelque chose de plus loin, quelque chose qui ne meurt pas. Un mort, écrit Bobin, c'est quelqu'un qui se lève de sa chaise et gagne la chambre du fond en disant « je vais réfléchir ». Vous vous rendez combien de gens morts on croise ? Un mort, c'est quelqu'un qui se lève de sa chaise et gagne la chambre du fond en disant « je vais réfléchir ». Le mal du monde ne l'atteint plus. Je vais commencer par vous raconter une première histoire pour faire un peu de pause ou de parenthèse. L'histoire, elle commence ainsi. C'est des amis, ils sont dans un café. On est là, dans un café, avec la nuit qui maraude, qui commence à rôder autour. Elle arrive. On est tous dedans, avec des loups dans les yeux. À côté, il y a d'autres tables, d'autres vivants, qui eux aussi sont dans leur jus, devant leur verre. Des gens qui cessent enfin de se stresser, de se presser, qui enfin cessent de se citronner jusqu'à la pulpe, de fuir d'eux-mêmes, qui enfin se regardent, qui enfin se parlent. Nous voilà donc attablés, avec nos verres à la main. On cesse d'être des hommes en fuite, des femmes en fuite, à qui le temps manque, à qui la vie manque à leur vie. On cesse d'être des hommes qui croient faire de plus en plus et ne font en fait que de moins en moins. Nous voilà donc mêlés, emmêlés. On a enfin saisi le pieu. On a enfin cassé la vitre pour faire respirer la cabine, pour que les poumons enfin s'emplissent, pour que les corps cessent de se rétrécir, pour que le train du temps arrête de cravacher. Autour, devant, à côté, partout, il y a un ami, un peintre, un de ceux qui essuie la buée, la suie sur les vitres du train, entre le monde et nous, et laisse enfin passer, filtrer toute la lumière du monde. Il nous regarde, on le regarde. Il y a aussi cette femme, avec son œil écorché, tout poché, plus belle que jamais, avec ce sourire sur le visage, ce sourire où l'on voudrait vraiment habiter, vivre toute une vie, ne plus jamais en repartir. C'est fragile ce rien qui est tout. En fait, le monde moderne, notre monde moderne, il s'échine exactement au contraire. Il s'échine à additionner, à toujours plus. On cavale derrière une abondance, derrière les feux de la rampe. On s'esclaffe devant les vitres et les vitrines. Et c'est toujours le même puits, toujours le même vide. L'homme vertical, lui, il n'entasse rien, il n'accumule rien. L'homme vertical est celui qui vit, celui qui lit, celui qui compose comme il aime, qui entre dans un livre ou dans un lit en y tombant amoureux, en y tombant vers le haut. L'homme vertical, c'est celui qui arrête de faire le pivert, de frapper du bec sur l'écorce du jour, qui sait qu'il faut au réel des lèvres réelles, qu'il faut de l'amour à l'amour. Il suffit d'ailleurs d'un rien pour ne plus être à la verticale. Il suffit de ne plus tenir sur le fil, de donner un coup de pinceau de trop, de travers, d'écrire une phrase qui part dans le décor, qui ne tombe pas assez vers le haut, trop ourlé, pas assez travaillé. Et alors on trébuche, c'est la fausse note, c'est la note de trop.
C'est le roulé-boulé. On dévale la pente, on se brise les reins, et voilà, soudain, on est par terre, sur les genoux. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait. On s'étale, on se couche devant le monde. On baisse les yeux comme des caniches et on retourne à la niche, tout frétillant, mais on y retourne, avec son os dans la gueule, et l'on croit que ce trophée, ce fémur, c'est l'ultime, le nec plus ultra. On baisse les bras, on abdique, on se retrouve à l'horizontale, sans horizon. Le monde moderne, et les derniers livres de Bobin étaient là-dessus, c'est celui des écrans plats, des tristes tropiques, des hommes creux qui ne tiennent plus debout, des toujours que l'on siffle, des toutous que l'on siffle et qui accourent au premier appel. Du matin au soir, on passe sa vie ainsi, à ne pas trop la vivre, à rapetisser, à japper, à fouetter de la queue. Et puis un jour, ou plutôt un soir, on se retrouve avec un ami, avec cet ami, avec elle, avec lui. On est trois autour de la table dans un café, avec des jeans, et la vie commence à s'enfler. Et alors, nous voilà à la verticale, dans l'axe même de nos vies, qui prennent enfin corps, qui prennent enfin cœur. On s'offre des livres d'ailleurs, des bouquins tout blondinets, tout petits, comme les livres de Bobin, la plus que vive, le très bas, le 8e jour de la semaine. Et la vie, elle danse, elle s'émiette, elle s'éparpille. Dans les tables à côté, les filles accostent, les hommes se lèvent. On se nourrit ainsi de ces rencontres. On n'en finit pas d'être ce paysage, d'être ce passage d'un mot à l'autre, d'un visage à l'autre. Vivre, c'est ça, c'est cela. Ne pas cesser de marcher. Être toujours debout, même lorsqu'on est assis. Être debout dans la joie, à la verticale de soi, en aplomb. On voudrait que cet instant jamais ne finisse. Rester toujours dans ce café, dans ce troquet avec ses amis, avec cet ami, tous les trois. Se baigner de nouveau dans la même rivière, bouillir à la source, aller à l'origine. On voudrait vivre plus de 100 ans et que cela recommence sans fin, ici, à l'instant. Déployer la réponse, revenir et repartir, marcher à nouveau, nu, cru, dans les orties, chercher des vipères sous les pierres, avoir le sang qui tape dans les tempes. L'âme est ce qui va ainsi, la tête nue, la tête haute, dans la quête non pas toujours d'un ailleurs, mais d'un ici, dans la recherche de ce qui est plus grand que nous, de ce qui est plus haut que nous. Notre noblesse n'a rien à voir avec les écussons, rien à voir avec les blasons. Notre noblesse, elle est dans cet instant qu'aucun oubli ne peut briser, qu'aucun oubli ne brise, dans cet infime infini, que rien, pas même la mort, ne va brosser, ne va défaire. Il est dans ce dîner, non, des tables noires, un soir à Tallinn. Et puis il y a les autres, parfois, souvent, toujours. Il y a Christian Bobin qui se dresse debout, qui nous fait tomber vers le haut. Il y a ces textes souvent ramassés et que cette conférence essaye de vous inviter à lire, à découvrir. Des textes qui te mettent debout, tout seul, brindille par brindille, mot par mot, phrase par phrase. La voix, alors, elle se dresse d'entre les mots. On risque le premier pas, puis on passe au suivant. On se met à marcher, on se met à avancer. Et alors, on est un peu comme Giacometti, on est Rothko, on est Chopin, on est Chagall, on est Arvo, on est Bobin. Peu importe les accidents de terrain, les trottoirs défoncés, les champs, les ravins, on avance. On marche sur les braises, on avance sur les flots. On se dit que la vie, personne, pas même la mort, ne peut la piétiner. On y croit dur comme fer, et à chaque pas, c'est le coup d'enclume. On est vivant. Les atomes se déplacent, l'univers nous laisse passer. On égratigne un peu d'éternité, et cela dure quelques siècles, à peine quelques secondes. Pour se tenir à la verticale, il faut être un petit peu cabot alors.
rester un petit peu enfant, un petit peu gamin, un petit peu Gavroche, ne pas faire misère. Il suffit de regarder un escargot ou alors une salamandre et de l'imaginer comme Bobin partir en carrosse vers le château de Versailles. Il suffit de ne pas grandir complètement, ne pas renoncer à voir, ne pas renoncer à regarder l'invisible, même lorsqu'on grandit, même lorsqu'on devient adulte et qu'on est tenté de renoncer, qu'on s'emplit de ronces, de racines, d'agendas, de certitudes, de rues borgnes, de nuits sans boussole. Ce matin, c'était ça, la bonté et la beauté. Alors, oublie ta fatigue, refuse d'aller en vain dans le monde, d'y aller pour rien. Dresse-toi, chemine, n'aie pas peur de la faim, F-A-I-M, de la misère, de la maladie, de la mort, de tout ce qui nous fait plus petits, de tout ce qui nous tasse les vertèbres, de tout ce qui nous abaisse. Aiguise, dégage, oublie le pugilat autour. Les jours naissent, les aubes se déchirent, la roue tourne et le monde avec, en farandole, en joie. Ne laisse rien te tarir, ne renonce pas à oser, ne renonce pas à l'élan, ne renonce pas à porter ta joie toujours plus loin, à la faire éclater toujours plus haut. Moi, c'est ce que j'apprends à chaque fois que je retourne au texte de Bobin. C'est exactement ça, c'est exactement cette verticalité. Alors les livres, évidemment, ils ne servent à rien. C'est inutile, un livre. Il a d'ailleurs un titre de Bobin qui s'appelle « Un livre inutile ». Les livres, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à payer les hypothèques. Ça ne sert même pas à se mettre debout totalement, parfois. Et pourtant, ils sont là. Et pourtant, ils sont là. Et parfois à la verticale. Alors, il y en a, on les a rangés dans les étagères, on les a même oubliés là. Mais ils sont là, en régiment. Ils attendent, ils sont prêts à en découdre avec la mort. Et on voudrait vivre ainsi. Ne pas avoir les yeux crevés, ne pas être tranché par tout le fracas du monde, par tout ce fatras, par tout ce qui nous hache. On voudrait ne pas aller à contre-cœur dans les jours, ne pas avoir cette voix éteinte qui disparaît, naître de rencontre en rencontre, c'est ce qu'on voudrait. Croître, allumer le feu, être à la verticale. Je voudrais vous raconter une autre histoire. Alors, quand j'ai écrit le texte, je n'avais pas encore lu ce livre. Mais imaginez que vous êtes au temps d'Homère et que le livre s'appelle « J'écris l'Iliade » et c'est Pierre Michon. Voilà, on y est. Une autre histoire. On dépose les armes parfois, une à une. On ôte les jambières, puis le reste, toute la carapace, et nous voilà torse nu, face à la plaine. On laisse tout son barda au vestiaire, on se retrouve avec rien que l'essentiel sur soi, rien que la peau sur les os, rien que les mots, rien que sa musique. Les livres sont aujourd'hui moins périlleux, et c'est bien tout le problème. Les livres aujourd'hui sont de moins en moins verticaux. Ils sont parfois un peu oublieux de ces sentiers abrupts, c'est ce qu'on appelle le style. Surtout que l'écriture ne soit pas trop escarpée, surtout que le style ne soit pas trop pentu, qu'il ne soit pas trop déglingue. Alors on feuillette, on glane, on poussette. Le récit, il ne faut pas que ça soit trop rocaille. À peine de temps en temps un peu de caillasse dans la grolle, que ça ne gêne pas trop, que ça ne dérange pas trop. Des gros plans, des tranches de vie. Autre chose qui ne soit pas écrire sur le fil du rasoir, faire le funambule sur le filin. Ce que fait Michon, ce que fait Quignard, ce que fait Bobin, c'est exactement le contraire. C'est y aller sur le filin, c'est densifier, resserrer, dégraisser, ramasser, se relever de la table rase, comme Arvo Pärt. L'écriture comme une mise en terre, ou alors comme une montée au ciel. Tout sauf des textes qui sont gonflés, tout sauf des textes qui sont des baudruches,
tout sauf des textes qui sont des fourre-tout, où l'on gave loi avec des digressions, avec des dialogues, avec des effets de manche qui miment la vérité. L'écriture verticale, c'est celle qui se libère de la pesanteur. C'est celle qui gravite sans combinaison, qui n'aime aucune combine. Et parfois, ça dure que quelques pages, à peine une poignée de phrases qu'on écrit d'un seul tenant, dans l'ivresse de la fièvre. Des phrases qu'on tire comme des fèves, sans retour ni repentir, des phrases qu'on chemine sur la corde raide, en funambule. C'est donc une mise en risque, parce qu'une tournure de trop, une fausse note, un faux silence, un verbe mal piqué, et tout l'édifice dégringole. On chute dans le vin. V-A-I-N. Alors peut-être qu'il faut envisager l'écriture comme une forme déchue, ou alors au contraire une forme élue de la prière. Un aller sans retour, toujours seul, le corps penché, tendu vers l'autel, et toujours cette soif, toujours ce bénitier à quelques mètres, où tremper la bouche ou fourrer les lèvres. Le problème, c'est que c'est pas facile, et que, comme l'écrit Michon, le roi, il vient quand il veut. Le roi, il n'en fait qu'à sa guise. Le roi, l'écriture, le style, le quelque chose à dire. Alors on se tient sur la colline, on met les mains en visière, on guette le passage des gnous, et la crinière flambe, le jour s'éteint. Et on peut voir un drapeau qui se dresse, un dernier fanion, c'est le soleil qui flotte au vent. Demain est donc aujourd'hui. On se remet à ramper dans l'herbe, à humer l'air, à chercher les mots, à chercher la musique, à chercher l'écriture. On se dit que cette fois-ci, ce sera la bonne, qu'on l'aura notre couronne. Et c'est pour ça que dès qu'on a fini un livre, on se y remet, on continue à écrire, parce qu'on n'a pas encore eu cette couronne, et qu'elle nous manque, et qu'on essaye. On voudrait se hausser un cran au-dessus, dédier le texte à quelque chose de plus haut, à de plus haut qui soit un autre. Et je pourrais remplacer ici le texte par la partition, par la musique. On voudrait que le texte, que la partition, soit autre chose qu'une danse au-dessus du vide, qu'il soit bel et bien une traversée sur le fil. On voudrait qu'il ne soit pas un babil, une manière de se décaloter le nombril, que ça parle, que ça dise, que ça habite. Mais il y a la gloutonnerie du monde, les écrans qui te crèvent les yeux. Il y a ce monde moderne qui nous échappe de plus en plus. Et ce qu'au fond, le livre, c'est peut-être nous ramener à nous-mêmes, nous redonner un peu de teneur dans le silence des mots, dans le silence des pages. On cesse un instant d'être cet homme éparpillé, ballotté, que le bruit dissèque, que les heures disloquent. La terre se couvre, écrit Bobin, d'une nouvelle race d'hommes. C'est dans son dernier livre. La terre se couvre d'une nouvelle race d'hommes, à la fois instruits et analphabètes, maîtrisant les ordinateurs et ne comprenant plus rien aux âmes, oubliant même ce que tel mot a pu jadis désigner. C'est les hommes creux, c'est les hommes à l'envers, ils marchent sur la tête, ils pétillent par intermittence comme des écrans borgnes. Une autre histoire, c'est celle du plâtrier siffleur. C'est un des plus petits livres de Bobin, vous l'avez dans la contre-couverture de la conférence d'aujourd'hui, un des plus beaux peut-être. Et en fait, il parle de comment habiter le monde poétiquement. Habiter le monde poétiquement, c'est habiter le monde humainement, c'est ce qu'écrit dans cette phrase de Bobin. Et peut-être que c'est la clé, peut-être que c'est le secret. Habiter le monde à la verticale. L'homme vertical, c'est ce plâtrier siffleur
ce plâtrier qui siffle, qui a 1000 rossignols dans la voix. Il est là, dans la petite pièce, devant le vieux mur de papier peint. Il récure le crépi, se met à tondre la paroi. Il est heureux. C'est de cet homme joie, de ce bonheur qui te rince toute une vie, que parlent tous les livres de Bobin. Il le dit d'ailleurs, il l'écrit lui-même. C'est très petit, c'est minuscule ce que je fais, c'est très pauvre, c'est presque rien. La poésie, c'est ça, c'est habiter de nouveau le monde, l'habiller avec un langage encore plus nu, avec encore presque rien. L'homme vertical, il nous parle donc très bas, de la petite vie, de ce qui est au ras des pâquerettes, de la vie très rouge, de la vie très coquelicot, à peine un pistil. On revient aux fleurs. Il balance des textules, des petits textes, comme d'autres balancent des pièces de monnaie sur le comptoir. Il les offre au monde. Ce qu'on appelle la poésie n'a rien à voir avec les joliures. C'est plutôt même bourru. Ça cravache, ça réveille, ça fouette. C'est plutôt ardu. Pas que ça soit difficile, mais ce n'est pas des joliures. Avant, on était tout simplement ankylosé, pété de réel, et d'un coup, un poème surgit. Il vous lève. Ou alors c'est pareil, un geste, une virevolte, un sourire, un regard, quelque chose de tendre, quelque chose de très grand, de très haut, qui soudain t'allume du dedans. On met sa main sur une lame, sur quelque chose de tranchant, quand on lit. Quelque chose qui te met la vie à vif, qui te dit l'urgence de vivre, l'urgence du vivre, qui te parle de sa hauteur, depuis le haut de sa falaise, depuis le très bas. À cet instant, quelque chose s'ouvre, se ferait passage à travers le bruit du monde, à travers l'effarement du monde. Quelque chose de très réel, quelque chose de très éphémère, une parole si juste, si fine, que si on essayait de la travailler encore un peu, de l'affiner davantage, on lui briserait le cou et elle ne resterait plus debout, elle tomberait, elle perdrait l'équilibre. C'est aussi fragile que ça, l'écriture. Et alors on ne compte plus les textes tombés, les textes sans légende, les textes qui viennent au monde pour rien, qui ne disent rien sur le chaos d'exister, qui ne te parlent pas, qui ne t'habitent pas, qui n'habitent pas, qui ne parlent pas. Seule la vie mérite d'être racontée, légendée, portée vers le haut. Et c'est ce porter, cette prise par la taille, ce soulever que l'écrivain tente d'écrire dès qu'il entre en scène, dès qu'il déboule dans l'écriture, dès la première page. On cherche une prose de fer, une prose qui ne rouillerait pas avec le temps, qu'aucun oubli ne ferait fléchir, qui tiendrait debout, qui tiendrait face à tous les vents, face à toutes les intempéries, un peu comme les sculptures de Chillida en Espagne, sur les frontons de mer du Pays basque. On cherche une langue qui ne serait pas un bégaiement, qui serait autre chose que quelque chose de vaseux, sans port, sans droiture. On est donc là, devant un livre. Même entre nos mains, le livre, il se tient toujours debout. Il est en prière. Il nous habite de haut en bas, de bas en haut. Les mots qui nous arrivent au-dedans s'enfoncent en nous comme l'air dans le gosier des bêtes. C'est aussi vital que ça, un livre. Et ce pieux, ce silence dans le cœur qui nous ausculte, qui nous palpe, ne nous lâchera plus. L'ange s'invite quelques instants. Il fredonne, il volette. Et c'est de ce papillonnement qu'on vit. On tient bon la barre, on hisse le haubans. Ce n'est pas une question de vocabulaire, mais d'agencement, de voilure dans le cœur. Avoir de la voilure dans le cœur. Soudain, la bête glisse une patte dans l'invisible, et de cette patouille naît quelque chose qui porte, qui emporte, qui a la foi, qui a de la ferveur. Non pas la gloriole, non pas la gloire,
quelque chose de plus grand, quelque chose de plus haut, quelque chose qui ne meurt pas. Les mots de l'Écriture n'ont rien à voir avec la mécanique précise, rien à voir avec l'horlogerie, rien à voir avec l'orfèvrerie, rien à voir avec la joliure. Les mots de l'Écriture, c'est comme un désordre amoureux, quelque chose qu'il nous faut lâcher sur la page, qu'il nous faut écrire sur la corde reine. Nous voilà soudain dressés face à la croix, face à ce corps sanglant, et autour des femmes en ronde en pleurs. Nous voilà en l'air, suspendus dans les atomes, juste à l'instant d'avant, lorsque le fléau de la balance hésite encore entre le tout et le rien, entre le chef-d'œuvre et la grande effarante foirade. Écrire au plus juste, lorsqu'il ne reste plus que la grève après le ressac, lorsque les vagues se barrent et cessent d'être de la piquette. Lire aussi au plus près, au plus juste. Éviter d'enfermer le sens, de mettre sous verrou l'auteur. Par exemple, Bobin, un auteur qu'on a cherché à falsifier parfois, qu'on a fait mordre à l'hameçon d'un écrivain catholique, à pleines dents, ou alors sortir le grand couteau et le trancher en fines lamelles pour se goinfrer de sa pitance. Le lire au plus juste, dans la nuit du cœur. La nuit du cœur. Il y a des écrivains qui veulent casser la baraque, des qui chauffent à mort. C'est Rimbaud, c'est Céline, c'est Beckett. Et il y en a d'autres, tout aussi valables, tout aussi verticaux, qui au contraire cherchent la fève. Ils cherchent la prise verticale de la vie. Ils plaident pour toutes les choses écrasées, pour toutes les vies sans trace, les petites, les déchirées, les minuscules. Ils veulent écrire d'un seul élan, faire des livres qui soient des fugues, qui deviennent un instant, un millième, une seconde, une vibration, un vertige. Des livres qui sont comme un tremblement sur la corde. Un tremblement comme lorsque l'équilibriste s'avance sur le filin, lorsque l'écriture se met en péril et va au plus près, s'enfonce au plus loin. On lève l'archet et voilà que le violon nous fait lui aussi danser le cœur. L'écriture n'est pas un gueuloir, encore moins un pochoir avec lequel on essaie de décalquer le réel. C'est un travail à la meule. On ramone les champs, on ratisse les blés, on est cet artisan, ce plâtrier siffleur. On cherche dans le foin les épis quelque chose qui serve à vivre, à faire du pain. Puis un jour, un matin, le soleil se pointe, les prés sont plus blonds, et la première phrase est là, debout, ébouriffée, verticale. Elle nous regarde avec sa tête de tournesol. Écrire, c'est ratisser le monde avec une poignée de phrases. Écrire, c'est tomber vers le haut, en ciseaux, en envolée. C'est vouloir signer la mer, mettre un nom au bas du ciel. Les plus beaux textes, c'est les textes où l'homme se défait, où il se dénoue, grain à grain. Et parfois, oui, le roi se pointe. Il vient. Parfois, la littérature s'invite. Dès lors, il n'y a plus de tic, il n'y a plus de bluff, il n'y a plus d'esbrouf, il n'y a plus de maquille. On est alors au milieu d'un texte comme dans une vie. On est alors au milieu d'un texte comme dans une vie, au milieu d'un baiser, au milieu d'une rue, au milieu d'un visage qui nous bouleverse, qui nous chavire. On est devant un brin d'air, devant un tesson de ciel, devant quelque chose qui te tire vers le haut, qui te retourne, qui t'alaboure l'âme. Et alors le beau, la vérité, et j'ajouterais le beau et la bonté dans sa vérité, fragile, nu, te traverse la chair. Une dernière histoire. Un écrivain écrit. Un écrivain, c'est celui qui place le tabouret à sa juste place et trouve la palette exacte, tombe sur le mot juste, sans phare, la note exacte d'un trait, d'une phrase. Et de cette bouillie qu'est la vie,
De ce désordre, de ce chaos, il fait quelque chose qui tient debout. Plus besoin de béquilles, au diable les binocles, on voit mieux, on marche plus loin. Un écrivain écrit, et un autre, une femme, un homme, un enfant, un adulte, le lit, et soudain l'écriture se lève. Soudain la vie cesse d'être décousue de maille en maille. Elle cesse d'être de la rouerie, une foirade, pire, une fumisterie, une supercherie de l'esbrouf. Et parfois le miracle s'opère. Les mots cessent de mentir comme des arracheurs de dents. Ils se mettent à nu. Ils deviennent femmes, seins, nus, cuisses, hanches. Et devant une telle beauté, on ne peut que mourir. Devant une telle beauté, devant une telle bonté, on ne peut que ressusciter, on ne peut que revenir à la vie. On ne peut que tomber vers le haut, aller de la terre au ciel. On ne peut qu'être bonheur, on ne peut être que joie. Et alors le lecteur, celui à qui on arrache la dent, sait qu'il n'est pas devant un charlatan ou un saltimbanque, que derrière tous ces mots se tient un peu de vérité du monde, un peu de la vérité du monde. Le livre est parfois cette croix qui se lève dans le ciel. Soudain, en l'espace de quelques phrases, les corps de nouveau se lèvent. Les vies passées cessent d'être des vieilleries, les prés deviennent plus verts, les soleils plus flambés. Et voilà, c'est terminé. On revient dans le bistrot, dans le troquet. Les amis, les trois, sont toujours là, à table. La vie lance ses dés, et en quelques millièmes, en quelques touffes, elle est partie, la vie, à la verticale. Merci.